Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le renouvellement de l'accord de partenariat liant la compagnie monégasque de banque et le Grimaldi Forum, un soutien de poids pour le centre de congrès monégasque qui traverse la crise avec beaucoup de résilience. La directrice générale du Grimaldi Forum, Sylvie Biancheri, nous expliquera comment les équipes restent mobilisées et préparent une reprise totale de l'activité espérée au printemps. Le quartier du Grimaldi Forum qui est en pleine mutation avec le développement du projet Maréterra. Les immenses palmiers qui se trouvaient le long du centre de congrès ont été transférés à Fontvieille, une opération d'envergure dont nous vous dévoilerons les coulisses. Qu'est-ce qu'un bâtiment durable? Nous évoquions récemment la certification obtenue par l'immeuble Picapera. Explication complète à suivre dans ce journal. Une série de déconvenues, des problèmes techniques, de la malchance aussi. L'inaltérable tandem Loeb-Elena a été contraint à l'abandon alors qu'il participait pour la 5e fois au Dakar. Daniel Elena nous racontera le véritable parcours du combattant que les deux champions ont dû traverser. Il sera en duplex d'Arabie Saoudite. Mais débutons ce journal avec le premier point info de Frédéric Hélion et un rappel important lié aux modalités de la campagne de vaccination. Elle se déroulera en plusieurs phases, Patricia, afin de cibler chaque catégorie de personnes. Les populations prioritaires sont les personnes âgées vivant en collectivité, les plus de 75 ans, les personnes âgées de 65 à 74 ans et les personnels de santé. Après réception du courrier du gouvernement, les personnes désireuses de se faire vacciner doivent se signaler en appelant le 92 05 55 00. Vous serez rappelé afin de fixer un rendez-vous pour la vaccination gratuite au Centre national de vaccination situé à l'espace Léo Ferré. Cette nouvelle étape du projet immobilier domanial Testimonio. La mise en place d'une nouvelle base de vie nécessaire au bon déroulement du projet impose que de nouveaux allomates soient acheminés sur ce chantier pour ne pas perturber la circulation automobile et ne pas paralyser les différentes voies. Le transport de ces unités ne peut être fait en journée. Cela entraîne donc des risques de perturbations sonores pour les riverains entre 19h et 1h du matin jusqu'à la fin du mois. Enfin, ces précisions économiques portant sur le Brexit et la TVA. En raison de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne à compter du 1er janvier 2021, les notions d'opérations intracommunautaires réalisées entre Monaco et le Royaume-Uni sont désormais remplacées par des notions d'importation et d'exportation en provenance ou à destination d'un État tiers. Ces opérations nécessitent le dépôt de déclarations spécifiques auprès de la Direction des douanes et droits indirects lors de la réalisation des opérations en cause. Pour toute précision complémentaire, vous pouvez contacter Olivier Bigard au 98 98 81 43. Une belle preuve de fidélité, d'autant plus importante en période de crise. La compagnie monégasque de banque va rester un partenaire privilégié du Grimaldi Forum. Le renouvellement d'un mécénat qui va permettre au centre de congrès de continuer à développer son offre culturelle a été officialisé aujourd'hui. Le prolongement de 16 ans d'engagement. Et pour le Grimaldi Forum, un geste fort alors qu'il est touché de plein fouet par la crise. Sa directrice générale est notre invitée. Bonsoir Sylvie Biancheri. Bonsoir. Le renouvellement de la signature de partenariat avec la CMB est plus qu'une excellente nouvelle, c'est salvateur dans le contexte actuel. Oui, c'est vraiment très important pour nous. Bien évidemment, un partenaire comme aussi fidèle que celui de la CMB depuis 16 ans, 16 ans que nous tissons des relations privilégiées avec eux, qu'ils nous font confiance. C'est évidemment le témoignage d'une relation pérenne, de la confiance qu'ils continuent de nous accorder et ça nous donne beaucoup d'enthousiasme en ce début d'année qui est quand même pas très formidable en termes d'état d'esprit. Comment parvenez-vous à maintenir le cap lorsque l'on manque autant de visibilité ? On reste très optimiste, c'est la note que je veux donner en ce début d'année, que j'ai donnée à l'ensemble des équipes, d'ailleurs dans une réunion qu'on a faite hier. C'est que nous nous donnons tous les moyens de pouvoir ouvrir, de faire des événements merveilleux, de qualité, d'envergure, à l'échelle internationale, comme nous avons toujours essayé de le faire depuis 20 ans. En matière de programmation culturelle notamment,
eh bien, nous avons préparé 2 grandes expositions, pas une, mais 2. Bon, ça nous a un petit peu manqué de ne pas faire d'exposition l'année dernière. Mais comment parvient-on à monter des expositions? J'imagine que la logistique doit être particulièrement difficile à mettre en œuvre dès lors qu'il y a autant de flou artistique, passez-moi le jeu de mots. Écoutez, on y arrive parce qu'on y croit. Voilà. Vous savez que à la fin de l'année dernière, nous étions un des seuls centres, et peut-être le seul centre culturel en Europe, à faire des spectacles, à accueillir des ballets, à accueillir de l'opéra, à faire Gad Elmaleh. Voilà, on est capable d'accueillir un large public dans les meilleures conditions de sécurité. On sait le faire, on l'a prouvé, donc on continuera de le faire s'il faut le faire. Mais quand même, je veux y croire pour un démarrage même timide dans ce printemps. Oui, vous évoquez cette perspective du printemps, mais pour l'heure, l'activité congrès, elle est fort logiquement au point mort? Elle est logiquement au point mort jusqu'à fin avril. Hein. On est censé redémarrer avec le salon Art Monte Carlo, avec un congrès de puéricultrices qui a été également booké en cette fin d'avril, avec les ballets qui doivent se produire chez nous. Donc pour nous, on a quelques spectacles en mars. Je ne suis pas certaine aujourd'hui de pouvoir vous dire qu'elles vont se faire, évidemment, mais si elles peuvent se faire, elles se feront dans les mêmes conditions de sécurité que celles dans lesquelles on a accueilli notre public en fin d'année. Sylvie Biancheri, l'État a beaucoup aidé les entreprises monégasques tout au long de la crise, elle continue. Comment êtes-vous parvenu à maintenir la masse salariale? Alors, il faut préciser que vous avez un statut un peu particulier au Grimaldi Forum. Oui, on a une subvention d'équilibre qui nous est donnée par le gouvernement. Évidemment, le CTTR a été plus que largement utilisé au cours de l'année 2020 et il continue de l'être jusqu'à fin mars puisque c'est aujourd'hui la date qui a été donnée par les autorités. Et à partir de là, on est censé retravailler les événements. Donc, si vous voulez, pour nous, il n'est pas question de parler de plan social. Le personnel du Grimaldi Forum, vous connaissez son expertise, vous connaissez son savoir-faire, vous connaissez son professionnalisme. Ce ne sont pas des gens qu'on peut changer comme ça du jour au lendemain. Et quel intérêt d'imaginer un plan social en se disant que de toute façon, on va redémarrer des événements. Tous les acteurs économiques en lien direct ou indirect avec l'événementiel et le tourisme sont lourdement impactés aujourd'hui. Est-ce qu'à Monaco, vous avez une task force qui vous permet à plusieurs de mettre d'ores et déjà en place une stratégie incitative pour cette reprise que l'on espère la moins lointaine possible ? Écoutez, je crois que tout le monde est prêt à reprendre. Je veux dire, on n'a même pas besoin, je dirais, de constituer une task force. Tous les partenaires habituels sont prêts. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, la crise qui perdure est extrêmement difficile pour tout notre personnel intermittent, vacataire, pour toutes les personnes qui vivent de l'événementiel, pas seulement à Monaco, mais dans toute la région. Je crois qu'on a encore la chance, nous, d'avoir fait quelques petites choses que d'autres, que nos voisins en France n'ont pas pu faire. Donc, si vous voulez, je crois que voilà, la mobilisation, elle est là. Le calendrier, encore une fois, idéal, il est connu, puisqu'il est dans notre planning aujourd'hui. Après, il faut vraiment croiser les doigts et espérer que les vols pour faire venir les personnes en principauté d'Europe soient possibles. Voilà, on ne parle même pas de l'international pour l'instant, restons modestes. Mais déjà, si on arrive à avoir les personnes qui viennent d'Europe, ce sera formidable. Voilà un message toujours résolu et positif. Sylvie Biancheri, merci d'avoir été notre invitée alors que la CMB vient officiellement de vous renouveler son soutien. Et nous la remercions chaleureusement. Merci beaucoup, Patricia. Et nous restons à proximité du Grimaldi Forum où s'est déroulée une manœuvre aussi délicate que périlleuse, la transplantation de 6 grands arbres tropicaux. Christine Datomel, Lionel Bernardi et Serge Prémont ont assisté à la manœuvre. Ils ont plus de 60 ans et veillent sur le Grimaldi Forum depuis sa naissance. Les 6 grands palmiers installés sur la promenade derrière le centre des congrès viennent de quitter leur quartier. Retour sur ce déménagement hors norme qui a nécessité plus de 6 heures de travail lundi soir, avec aux commandes une quinzaine de professionnels de la section jardin de la direction de l'aménagement urbain. Une tâche minutieuse et de longue haleine. C'est assez particulier parce qu'on est sur des sujets assez importants. Donc il y a une mode qui a été faite un an auparavant, avec un cernage tout autour assez important.
Donc oui, c'est une manœuvre assez compliquée parce qu'il faut l'aide d'une ppm et c'est des sujets assez conséquents au niveau poids. Alors comment on les prépare? Alors un an avant, on a commencé à faire une tranchée tout autour de la motte pour vraiment une motte assez importante par rapport à la hauteur et le poids du palmier. Du coup, on a cerné tout le tour en bois et du coup, on a remis la terre par-dessus en attendant que les radicelles se créent. Alors est-ce que l'arbre souffre ou pas? Il souffre, oui, non, c'est pour ça qu'on a procédé vraiment en amont. Donc comme ça va recréer des nouvelles racines. Et comme ça, il va s'habituer vraiment au fur et à mesure de la plantation avec leurs nouveaux éléments et le contexte du jardin. Un nouveau lieu donc pour les 5 Washingtoniens et le Phénix du Grimaldi Forum qui ont rejoint un tout nouveau décor mercredi matin, mais qui reste toujours dans le monde du spectacle puisque c'est aux abords, cette fois du chapiteau de Fontvieille, que les arbres ont été replantés. Il faudra un certain temps pour qu'ils se réadaptent. Le contexte environnemental avec l'arrivée d'air dominante de la mer. Donc sur Fontvieille, on aura quand même le hangar qui va les protéger, le chapiteau, mais c'est vrai que ça change le contexte de l'environnement. Nul doute que si vous vous promenez à Fontvieille, vous croiserez le chemin de ces palmiers majestueux qui racontent des histoires du passé. Nous vous présentions récemment l'immeuble Picapera, première opération immobilière domaniale certifiée bâtiment durable méditerranéen de Monaco. Que se cache-t-il derrière ce label? Qu'est-ce qu'un bâtiment durable? Les explications d'Alexandra Pani. Au quotidien, nous sommes de plus en plus nombreux à faire à présent attention à notre consommation et notre empreinte sur la planète. De nouvelles constructions nous permettent aujourd'hui de nous aider dans cette démarche. Il s'agit d'immeubles ou maisons individuelles certifiées BD2M, bâtiment durable méditerranéen de Monaco. C'est faire, un mot un peu savant, du bioclimatisme. Donc c'est concevoir un bâtiment en fonction des contraintes climatiques. Et dans notre climat méditerranéen, elles sont évidentes, elles sont particulières, elles sont évidemment très différentes du nord de la France par exemple. Et donc concevoir le bâtiment pour réduire ses consommations énergétiques, pour le chauffer, pour le refroidir, de plus en plus cette problématique, et pour le confort de vie des habitants. Donc on va travailler sur la circulation de l'air, on va travailler sur le choix des matériaux, on va travailler sur le rayonnement solaire, aussi pour avoir plus de lumière et puis jouer avec la lumière, etc. Cette démarche est inspirée des bâtiments durables méditerranéens qui existent depuis 10 ans en région PACA. L'intérêt ici est d'impliquer tous les acteurs de la construction. L'immeuble domanial Picapera vient d'être livré en ce début d'année. Avant cela, la villa Troglodyte située dans le quartier du Jardin Exotique avait été construite selon cette démarche. On a lancé cette démarche il y a plus d'1 an et effectivement maintenant on commence à voir les premiers résultats en conception par exemple mais ça va vraiment être une démarche totalement généralisée et aujourd'hui on a 25 projets en principauté déjà, beaucoup publics compte tenu de cette décision importante prise par le département, mais aussi quelques privés. Et vous l'avez rappelé, c'est d'ailleurs un privé qui a lancé la dynamique en principauté et d'autres suivent derrière. Construire ou rénover les bâtiments en parfaite cohérence avec notre climat méditerranéen, c'est là le fondement de cette démarche pour bâtir les constructions durables de demain. L'aventure a viré au cauchemar et pourtant, ils en ont vu d'autres. Sébastien Loeb et Daniel Elena ont enchaîné les ennuis mécaniques, les crevaisons. La malchance ne les a pas quittés pour leur 5e participation au Dakar et ils ont dû se résoudre à abandonner à contre-cœur lors de la 8e étape. Daniel Elena est en duplex avec nous depuis l'Arabie Saoudite. Bonsoir. Bonsoir. On a le sentiment que cet abandon a mis fin à un véritable calvaire cette année. Vous aviez perdu 10 heures la veille. Ouais, on va dire que quand ça s'enchaîne, ça veut pas, quoi. On avait pas mal commencé le rallye, on se disait, ouais, le rallye est encore long, mais au fur et à mesure des jours où on avançait, c'était de pire en pire. Et on a enchaîné soucis mécaniques, et problèmes techniques, et petites erreurs de navigation, et on a plongé au fur et à mesure dans les profondeurs du classement et on a presque eu le record de crevaison. Tous les jours, c'était pas évident. Que s'est-il passé hier avant l'abandon? Vous aviez repris la route le matin en sachant qu'il fallait limiter la casse car vous n'étiez pas assez armé en fait. Le problème, c'est que c'est tombé sur l'étape marathon, comme on appelle, c'est sans assistance, donc le soir. La seule assistance qu'on avait, c'était un camion derrière nous qui devait nous amener des pièces. Mais la condition, c'était que lui aussi fasse toute la spéciale.
Mais le camion, lui aussi, est tombé en panne, il s'est ensablé et il n'a jamais pu nous rejoindre. Donc, on avait déjà eu des gros soucis mécaniques pendant la journée où on a perdu un moyeu de roue. On a dû réparer nous-mêmes, changer un cardan. Et on savait qu'il fallait faire attention, mais ça ne l'a pas fait. Est-ce que c'était lié au fait que vous testiez cette année un prototype ou pas du tout? Le prototype, en fait, la voiture, elle est née il y a 3 mois, donc c'était déjà un très gros challenge. On a vu qu'elle est assez performante. Maintenant, il y a quand même du travail à faire. L'équipe est bonne, nous, la vitesse, on l'avait. Donc voilà, on reviendra mieux l'année prochaine. Oui, Sébastien Loeb, votre coéquipier, a tweeté que cette expérience serait riche en enseignements. Lesquels? Déjà, on est arrivé en Arabie Saoudite avec un an de retard par rapport aux autres, puisque l'année dernière, on a fait le Monte-Carlo du Dakar. Donc, on a complètement découvert le terrain. On était habitué à l'Amérique du Sud, qui est un profil complètement différent. Donc, on ne savait pas à quoi s'attendre. Donc, on a découvert maintenant à quoi ça ressemblait. On sait ce qu'il faut travailler pour l'année prochaine. Et voilà. Et puis, l'équipe aura 1 an et pas 3 mois, quoi. Oui, le Dakar, cela reste un rallye mythique. C'était votre 5e participation. Vous aviez accroché une 3e place l'an passé, une 2e place en 2017. Donc, vous nous le confirmez, vous reviendrez l'an prochain? Je vous le confirme, on sera là l'année prochaine et mieux armé. Et pourquoi pas essayer de jouer la gagne, parce qu'il faudra le gagner un jour quand même. J'aimerais être le premier monégasque à gagner un Dakar. Ah, écoutez, c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Qu'est-ce qui vous pousse encore à reformer toujours ce binôme emblématique et à reprendre la route aux côtés de Sébastien Loeb? C'est le goût de la compétition, c'est l'amitié, c'est un peu de tout ça? Il y a un peu de tout ça, ça fait 23 ans qu'on roule ensemble. Donc oui, il y a vraiment de l'amitié, le challenge, les défis, de se remettre en question à chaque fois. Et voilà, en WRC, on a fait le tour. Maintenant, place au Rallye Rennes. Il paraît que c'est pour les vieux, mais on a les cheveux blancs maintenant. Donc on est là. Et le rallye Monte-Carlo, dans une quinzaine de jours, s'il est maintenu, vous le suivrez de près? Bien sûr, c'est mon rallye de cœur. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu le Monte-Carlo dans ma jeunesse aussi, donc bien sûr. Et puis j'ai plein d'amis qui le font. C'est pas parce qu'on n'est pas présent que si on m'autorise, vu que ça va être à huis clos, d'aller faire un tour. Un dernier mot, Hubert Auriol, qui a fait les grandes heures du Dakar, nous a quittés dimanche. J'imagine que l'émotion a dû être importante sur le bivouac. C'est sûr, ça a été déjà un très grand compétiteur qui a gagné multiples fois, que ce soit en moto, une fois en voiture. Après, ça a été l'organisateur aussi du Dakar. C'est un petit peu la relève de Thierry Sabine à l'époque. Donc voilà, il y a eu de l'émotion ici. Et le Dakar, mine de rien, continue toujours à être là. Et c'est une épreuve qui sera toujours là dans le temps. Et on l'espère l'an prochain avec une victoire du duo Loeb et Lena. Merci Daniel d'avoir répondu à nos questions en duplex d'Arabie Saoudite avant de rentrer dans la région. Merci, au revoir. Nous retrouvons Frédéric Elion pour un nouveau point info. Le Sportel Winter n'aura pas lieu. Monaco Mediax a pris la décision de ne pas poursuivre l'organisation de ce grand forum des médias et de l'industrie du sport qui devait se tenir du 22 au 24 février en raison de l'incertitude autour de la propagation de la pandémie de coronavirus. Sportel Monaco sera de retour du 5 au 7 octobre pour réunir l'ensemble de la communauté sport business afin de reconstruire et relancer l'industrie. La situation sanitaire qui impacte également le déroulement d'autres événements en principauté. Notamment dans le monde de la culture, Patricia, l'Opéra de Monte-Carlo a décidé de modifier ses horaires de spectacle pour pouvoir maintenir ses 4 représentations de Thaïs. Les 4 dates prévues les vendredis 22, dimanche 24, mardi 26 et jeudi 28 janvier sont maintenues, mais l'horaire est avancé à 14h. Le prochain rendez-vous des rencontres philosophiques est quant à lui annulé. Oui, la rencontre Désir de philosophie avec Cynthia Fleury et Camille Riquier, qui devait se tenir demain, jeudi 14 au Théâtre des Variétés, est annulée et reportée à une date ultérieure. Les prévisions météo, quel temps pour la journée de jeudi? Encore une belle journée ensoleillée, Patricia, avec de rares nuages et une prédominance du soleil. Le vent sera quasi nul. Côté température, il fera 7 degrés le matin et 11 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 8h pour se coucher à 17h18. Jeudi 14 janvier, nous fêterons les Nina.
Merci Frédéric, ce journal s'achève. Nous nous quittons en photo avec ces clichés de Manuel Vitali et Michael Alési. La crise n'empêche pas les sportifs dans l'âme de s'adonner à leurs péchés mignons. Ils mettent tout en œuvre pour avoir leur dose de sport quotidien. C'est ce que nous avons constaté aux quatre coins de Monaco. Demain, le journal de 19h vous sera présenté par Fabien Bonilla. Très belle soirée à tous.